Bonsoir. Est-il constitutionnel d'organiser un procès en destitution contre un ancien président? 9 responsables démocrates chargés de la mise en accusation sont persuadés que oui. Voyons leurs raisons ainsi que la réaction de l'équipe de Trump. L'ancien président Trump est individuellement responsable de la violence et de la destruction qui se sont déroulées au Capitole le 6 janvier. C'est ce qu'affirment 9 responsables démocrates chargés de la mise en accusation. Ils ont déposé un dossier de 80 pages exposant leurs arguments contre l'ancien président. Ils affirment que les événements au Capitole découlent du discours du président et que pour cette raison, il devrait être condamné et interdit de fonction à tout jamais. Selon eux, bien qu'il ait appelé les gens à être pacifiques, ses appels à la force pour lutter farouchement aurait annulé son désaveu de la violence. Leur rapport s'est également penché sur les contestations électorales de Trump. Les organisateurs de la mise en accusation disent que la mise en accusation d'un ancien fonctionnaire est une question, je cite, de texte et de structure constitutionnelle, sans parler du bon sens. Mais la constitutionnalité de ce procès pour mise en accusation n'est pas clairement établie. Depuis que le président Trump n'est plus en fonction, il est un simple citoyen. La Constitution prévoit une procédure de mise en accusation et de condamnation d'un président, mais ne mentionne rien au sujet d'un ancien président. C'est une des raisons pour lesquelles l'équipe de défense de Trump soutient que le procès est inconstitutionnel et devrait être abandonné. Les avocats Bruce Castor et David Schoen affirment que le Sénat n'est pas compétent et que le 45e président ne peut être démis de ses fonctions parce qu'il n'occupe aucune fonction. Ils affirment également que ses remarques sur l'élection et leur intégrité sont des discours protégés en vertu du premier amendement, ajoutant qu'il n'est pas responsable d'incitation à la violence. Ils demandent le rejet de l'article de destitution et l'acquittement de l'ancien président. Mardi, Biden a signé de nouveaux décrets sur l'immigration. Quel est leur contenu et quels sont les impacts sur les immigrants et les Américains? Réponse en images. Il y a beaucoup de choses à démêler ici, alors commençons par le début. L'un des décrets de Biden révoquera le décret de Trump qui justifiait la séparation entre les enfants et leurs parents. La formulation ici suggère que la politique de Trump est responsable de la séparation des familles, mais il faut tenir compte du contexte. Avant l'entrée en fonction de Trump, un juge avait décidé que les enfants ne pouvaient pas être détenus dans des centres de rétention. Cela a entraîné un afflux de migrants qui ont pensé que s'ils venaient en tant que famille entière, on leur permettrait d'entrer aux États-Unis. Que ce soit votre vraie famille ou celle que vous présentez comme telle, si vous êtes capable de tromper la patrouille frontalière sur votre relation familiale, vous êtes relâché dans le pays. Et c'est exactement ce qu'ils escomptaient. Lorsque Trump a pris ses fonctions, il avait deux possibilités. Soit laisser entrer des familles entières aux États-Unis, soit ne retenir que les parents et laisser les enfants partir. Trump a choisi la deuxième solution, ce qui a provoqué des réactions négatives. Mais voyons ce qui se passe lorsque certaines familles se voient proposer d'être réunies. Ce qui n'a pas été rapporté ces dernières années, et je pense que l'administration actuelle l'apprendra bientôt, c'est que dans certains cas, le sponsor ou le parent est identifié par le gouvernement. Mais le parent ou le sponsor ne veut plus de l'enfant. De plus, l'administration Biden supprime l'obligation faite aux sponsors de la famille de rembourser l'État si les immigrants reçoivent déjà des prestations publiques. Fondamentalement, si un immigrant a besoin d'un soutien financier, un sponsor doit signer un contrat avec les États-Unis pour dire qu'il soutiendra l'immigrant jusqu'à ce qu'il puisse prendre soin de lui-même. Si ce même immigrant reçoit des prestations sociales, le parrain doit rembourser les États-Unis. C'est une façon de s'assurer que les immigrants seront autonomes lorsqu'ils viendront aux États-Unis. Mais ce n'est pas seulement une politique de Trump, c'est une législation. On ne peut pas réécrire la loi sur la base d'une fiche d'information ou d'un décret. Et l'acte 213 de la loi sur l'immigration et la naturalisation exige littéralement ce que l'on appelle le remboursement du sponsor. Il serait donc curieux de savoir si le décret de Trump impose le non-respect de la loi. Et si la réponse est oui, est-ce que quelqu'un dans les médias les interpellera et les tiendra pour responsables d'une violation flagrante de la loi? Et une autre politique de l'administration Biden dans ses décrets est la révision du programme des protocoles de protection des migrants. Il s'agit d'un programme qui prévoit que les demandeurs d'asile attendent dans leur pays d'origine jusqu'à ce que leur dossier soit pris en charge. L'administration Biden a déjà suspendu l'inscription à ce programme, mais il ne s'en est pas complètement débarrassé. Certains ont averti qu'il pourrait y avoir une autre crise à la frontière s'il le suspendait. Nous verrons donc s'il poursuit ce programme ou s'il s'en débarrasse complètement. Le Sénat a confirmé Mayorkas au poste de secrétaire à la sécurité intérieure. Mayorkas a été confirmé avec la marge la plus étroite de tous les choix de cabinet de Biden.
Pour la première fois, le département de la sécurité intérieure sera dirigé par un immigrant hispanique. Le Sénat a confirmé Alejandro Mayorkas par un vote de 57 contre 43 mardi. Les républicains du Sénat se sont opposés au candidat, citant une enquête de 2015 montrant que Mayorkas a exercé une influence inappropriée dans un programme de visa. Le sénateur texan Ted Cruz a affirmé sur Twitter que Mayorkas a fait preuve d'un mépris répété pour l'état de droit. Cruz a invité ses collègues à s'opposer au candidat. Il a cité un rapport de l'inspecteur général de la sécurité intérieure concernant la mission de Mayorkas en tant que directeur des services de naturalisation et de l'immigration. Le rapport cite des témoignages indiquant que Mayorkas a contourné la procédure normale pour favoriser des candidats à la carte verte politiquement puissants. L'inspecteur général a déclaré qu'en agissant ainsi, Mayorkas a violé la politique des services qu'il employait. À la tête de la DHS, Mayorkas supervisera 240 000 employés chargés de la sécurité des frontières, de l'application des lois sur l'immigration, de la cybersécurité et d'autres missions. Mayorkas devrait diriger un groupe de travail visant à réunir les parents et les enfants de migrants qui ont été séparés. Il prendra ses fonctions dans un contexte de cyberattaque de SolarWinds dans laquelle plusieurs agences fédérales américaines ont été piratées. Diverses sources accusent la porte-parole de la Maison-Blanche de l'administration Biden de filtrer les questions des journalistes avant les briefings de presse. Nous nous penchons sur cette affaire et sur deux autres polémiques. Un certain nombre de journalistes affirment que l'équipe de communication de la Maison-Blanche leur demande de soumettre des questions à l'avance. Selon un rapport du Daily Beast, certains journalistes ont signalé le problème à l'association des correspondants de la Maison-Blanche la semaine dernière. Les dirigeants de l'association ont a priori dit aux journalistes de ne pas se soumettre à ces demandes. Un correspondant de la Maison-Blanche a déclaré, je cite, « La presse ne peut pas vraiment faire son travail pendant les conférences de presse si la Maison-Blanche choisit les questions qu'elle veut. » Un attaché de presse adjoint de la Maison-Blanche sous Obama estime en revanche que c'est une pratique courante. Il dit, je cite, « C'est un travail de communication classique, le briefing devient inutile si la porte-parole doit sans cesse répondre aux questions au lieu de se préparer à l'avance pour discuter des sujets des journalistes. » Merci pour votre patience. Il y a beaucoup à dire sur le Covid. Aucun doute là-dessus. Donc, voyons voir. Laissez-moi en parler à notre équipe. La porte-parole est aussi dans le viseur pour avoir dit qu'elle traite parfois les journalistes comme si elle était dans un asile d'aliénés. J'ai un petit truc secret que je fais, peut-être pas secret puisque je suis en train de vous le dire à tous, mais quand les journalistes deviennent très bruyants ou qu'ils commencent à poser des questions saugrenues, je ralentis juste mon rythme et je parle très calmement et je fais comme si j'étais une aide-soignante dans un asile de fous. Autre sujet de controverse, YouTube supprime visiblement les mentions « Je n'aime pas » des vidéos de la Maison-Blanche depuis la prise de fonction du président Biden. De nombreux internautes ont remarqué que des milliers de dislikes ont été supprimés de la chaîne de la Maison-Blanche. Un cybercitoyen qui a suivi les vidéos YouTube de la Maison-Blanche pendant 24 heures a fait part de ses constatations. Pour la plupart des vidéos, le nombre de dislikes a fortement diminué après les 4 premières heures, même si le nombre de vues et d'appréciations a augmenté régulièrement. YouTube affirme que cela fait partie de ses efforts réguliers pour supprimer ce qu'elle appelle les engagements non authentifiés. Le nouvel avocat de Trump affirme que la mise en accusation déchire le pays et que la situation actuelle n'est pas appropriée pour cela. L'avocat de l'ancien président affirme que les démocrates utilisent la mise en accusation comme une arme politique. Il affirme qu'ils essaient simplement d'empêcher Trump de se présenter à nouveau aux élections. C'est ce qu'a déclaré sur Fox News David Schoen, avocat originaire de l'Alabama. Je pense que c'est l'action législative la plus mal avisée dont j'ai été témoin au cours de ma vie. Elle déchire le pays à un moment où nous n'avons pas besoin de ça. Il qualifie ce procès de gifle pour les 75 millions d'électeurs qui ont voté pour la réélection de Trump, ajoutant, je cite, « On ne peut pas faire plus antidémocratique que ça ». Les républicains ont critiqué la mise en accusation pour son manque de régularité. Elle a été conclue en une seule séance de 7 heures. La Chambre, contrôlée par les démocrates, a voté la mise en accusation de Trump en présentant un seul article. Ils allèguent que Trump a incité à une insurrection qui a causé l'assaut du Capitole américain. C'est une voie très très dangereuse à prendre au regard du premier amendement et qui met en danger tout responsable politique acharné.
Les intellectuels sont divisés sur la question de savoir s'il est constitutionnel de mettre en accusation un citoyen qui n'est plus président. Pour Sean, ce n'est pas constitutionnel. C'est un homme de loi indépendant qui a des bureaux à New York et à Montgomery, en Alabama. L'ancien président Trump a personnellement demandé à Sean de diriger son équipe de défense pour l'impeachment. Pour Sean, c'est un privilège. Selon Sean, les législateurs démocrates étaient déterminés à mettre en accusation Trump depuis le début de son mandat et le procès à venir est leur dernière tentative. La Maison-Blanche partagera-t-elle les rapports du renseignement national avec l'ancien président Trump? Cela est de coutume pour les présidents qui ont quitté leurs fonctions. J'en ai parlé à nos équipes du renseignement, à notre équipe de sécurité nationale. Je dois dire que c'est quelque chose qui est évidemment à l'étude, mais la dernière fois que j'ai abordé le sujet, il n'y avait pas encore de décision. Le mois dernier, le président de la commission du renseignement du Congrès, Adam Schiff, a déclaré à CBS que Trump ne devrait pas recevoir de briefing sur le renseignement. L'ancienne directrice adjointe du renseignement national a écrit la même chose dans le Washington Post et elle se justifie en disant que Trump avait l'intention de rester en politique. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Ron Klain, a précédemment déclaré à CNN que l'équipe Biden consulterait des professionnels du renseignement avant de prendre une décision. La campagne visant à priver Trump des briefings des services de renseignement fait partie d'un effort plus large pour l'écarter du public et du gouvernement. Une vidéo publiée récemment montre le PDG de Facebook en train de faire l'éloge de la nouvelle administration. La vidéo a été publiée par le projet Veritas. Dans une vidéo récemment divulguée, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, fait l'éloge du président Biden. Dès son premier jour, le président Biden a publié un certain nombre de décrets dans des domaines qui nous tiennent à cœur et dont nous sommes très attachés en tant qu'entreprise depuis un certain temps. Des domaines comme l'immigration, la préservation de la DACA, la fin des restrictions sur les voyages en provenance des pays à majorité musulmane. Il a également mentionné les actions de Biden sur le climat, la promotion de la justice et l'équité raciale. Lors de la même réunion, un responsable a parlé des réactions internationales contre la décision de Facebook de suspendre Trump. Dans l'idéal, nous ne prendrions pas ce genre de décision nous-mêmes, nous prendrions ces décisions en accord avec notre propre conformité, avec des règles et des principes convenus démocratiquement. Pour l'instant, ces règles démocratiquement acceptées n'existent pas. Nous devons quand même prendre des décisions au moment opportun. Le vice-président des droits de la personne est également intervenu. Je me demande si nous pouvons utiliser Oculus pour faire comprendre à un policier blanc ce que ressent un jeune noir lorsqu'il est arrêté, contrôlé et interpellé par la police. Je veux que chaque décision importante soit prise dans l'optique des droits des citoyens. Dans une autre vidéo enregistrée début janvier, un responsable de l'intégrité décrit comment Facebook cible les discours considérés comme dangereux. Nous avons un système qui est capable de geler les commentaires sur les fils de discussion dans les cas où nos systèmes détectent un fil de discussion contenant des propos haineux ou de la violence. Ce sont des choses que nous avons mises au point au cours des 3 ou 4 dernières années dans le cadre de nos investissements dans le domaine de l'intégrité. Facebook n'a pas répondu à notre demande de commentaires avant la diffusion de ce reportage et selon le projet Veritas, la personne qui a divulgué les vidéos fait toujours partie de Facebook. La technologie de reconnaissance faciale gagne du terrain chez la police française. Mais elle suscite l'inquiétude. Un expert français affirme que la situation pourrait bientôt ressembler à celle de la Chine. Voyez le reportage de notre correspondant en France. Des gilets jaunes dans les rues de Paris à la tombée de la nuit, le 30 janvier. Samedi, la ville a connu une nouvelle journée de protestation en opposition à un projet de loi controversé sur la sécurité. Si elle est adoptée, la loi donnera aux forces de l'ordre un meilleur accès aux outils de surveillance comme les drones et les logiciels de reconnaissance faciale. Vous arrivez à l'aéroport, et il y a ça dans les films de science-fiction. Le gars, il arrive à l'aéroport pour acheter un billet, il y a une machine qui le regarde et qui sait tout de suite qui il est. Cette technologie a été testée par une entreprise française il y a 1 an au Kazakhstan. Selon Verag, la pandémie permet aux autorités françaises de mettre en place leurs mesures de surveillance. La traçabilité du virus est déjà en place, mais une technologie plus avancée pourrait permettre d'étendre la manière dont les personnes sont dépistées. Verag fait référence à un livre intitulé Le Grand Reset, écrit par Klaus Schwab et Thierry Malray. Klaus Schwab est le président exécutif du Forum économique de Davos. Son livre propose une nouvelle théorie sur ce que devraient être les pays occidentaux une fois la pandémie sous contrôle. Il suggère une surveillance totale de la population pour sa propre sécurité, selon lui.
L'idée du suivi, du traçage des individus, du traçage permanent, il ne s'agit pas d'un traçage une fois par mois. Pour Schwab et Malray, il faut vraiment suivre en permanence tous les individus et savoir qui ils rencontrent dans la journée. Ils mettent ça en relation avec des outils de reconnaissance faciale. Donc Schwab et Malray plaident pour une utilisation comme en Chine. La Chine dispose déjà d'un vaste réseau de surveillance avec environ 20 millions de caméras installées dans tout le pays. Les entreprises technologiques chinoises dominent également le marché mondial de la reconnaissance faciale. Le géant des télécommunications Huawei a déjà équipé 200 villes du monde. En France, les logiciels de reconnaissance faciale ont été utilisés par la police même lorsqu'ils étaient contraires à la législation européenne. Mais en novembre 2020, le Conseil d'État a approuvé son utilisation. Cela signifie qu'il fera probablement partie des nouveaux outils de surveillance de la police. Les résidents de Hong Kong peuvent désormais demander un nouveau visa, ce qui leur ouvre la voie pour devenir citoyens britanniques. Mais Pékin a déclaré qu'il ne reconnaîtrait plus le passeport britannique spécial, même s'il est déjà en vigueur. À partir de dimanche, les résidents de Hong Kong pourront demander un nouveau régime de visa qui ouvre la voie à la citoyenneté britannique. Mais la Chine affirme qu'elle ne reconnaîtra plus le passeport britannique spécial en vigueur depuis des années. Le passeport national britannique d'outre-mer, ou BNO, est un simple document de voyage et d'identification qui fait partie d'un statut spécial créé en vertu du droit britannique en 1987 et qui concerne spécifiquement Hong Kong, une ancienne colonie britannique. Le nouveau régime de visa britannique permettra aux détenteurs du BNO de vivre, d'étudier et de travailler au Royaume-Uni pendant 5 ans et à terme de demander la citoyenneté britannique. Mais la Chine a riposté au nouveau programme vendredi en déclarant qu'elle ne reconnaîtra plus le passeport BNO comme un document de voyage ou d'identification valable. Le régime du visa du Royaume-Uni a été annoncé pour la première fois l'année dernière en réponse à la nouvelle loi chinoise sur les visas nationaux. La Grande-Bretagne affirme que la loi est utilisée pour étouffer la dissidence et enfreindre l'accord en vertu duquel la colonie a été restituée à la Chine en 1997. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré vendredi qu'il était immensément fier du nouveau dispositif, ajoutant, je cite, « Il honore notre histoire et notre amitié avec le peuple de Hong Kong et défend la liberté et l'autonomie. » Et le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu'il était déçu, mais pas surpris, par le coup porté par la Chine aux détenteurs du BNO. La Chine affirme que la proposition du Royaume-Uni d'ouvrir une voie vers la citoyenneté est une violation du droit international et qu'elle interfère avec ses affaires intérieures. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.